Clara serra plus fort la main d'Emma en remontant l'allée pavée qui mène à la maison de ses ex-beaux-parents. Chaque pas résonne comme un compte à rebours vers 2 heures d'inconfort qu'elle s'impose religieusement chaque mois depuis son divorce. « Maman, pourquoi grand-mère Marguerite ne sourit jamais quand elle nous voit ?» demande Emma en ajustant son petit sac à dos rose. Clara s'arrête net. À 7 ans, sa fille perçoit déjà cette froideur qu'elle-même subit depuis 3 ans. Comment expliquer à une enfant que certaines personnes vous détestent simplement pour ce que vous représentez? Elle est juste, différente, ma chérie. La porte s'ouvre, avant même qu'elle sonne. Marguerite apparaît, impeccable dans son tailleur beige, ses cheveux tirés en chignon serré. Son sourire figé s'adresse exclusivement à Emma. « Ma petite princesse, entre vite, grand-père Henri t'attend avec une surprise. » Clara franchit le seuil en silence. L'intérieur sent toujours ce mélange d'encaustique et de lavande qui lui donne la nausée. Tout ici respire l'ordre bourgeois que Marguerite chérit tant. Les bibelots en porcelaine alignés au millimètre, les tapis persans qui n'ont jamais connu une seule tache, les cadres dorés où Thomas enfant sourit avec ses dents parfaites. Clara, le ton de Marguerite pourrait geler l'eau. Tu as l'air fatiguée. Encore des nuits difficiles? Chaque mot sonne comme un reproche déguisé. Clara travaille de nuit à la maison de retraite pour pouvoir s'occuper d'Emma le jour. Marguerite le sait parfaitement. Ça va, merci. Henri émerge du salon, portant Emma sur ses épaules. À 60 ans, cet homme doux aux mains d'ouvrier reste le seul point lumineux de ses dîners. Il pose Emma et s'approche de Clara avec cette affection discrète qui irrite visiblement sa femme. « Comment va notre petite maman courageuse ?» Marguerite se raidit. Elle déteste quand Henri témoigne de la tendresse à Clara. « Nous passons à table dans 15 minutes, » annonce-t-elle sèchement. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour l'apéritif. » Elle disparaît vers la cuisine, laissant flotter une tension palpable. Henri entraîne Emma vers ses puzzles favoris, tandis que Clara s'installe dans le canapé en cuir qui grince sous son poids. Marguerite revient avec un plateau d'argent où trônent 3 verres de Porto et un jus d'orange pour Emma. Clara remarque immédiatement que l'un des verres diffère légèrement des autres. Le liquide semble plus trouble, presque opalescent. « Porto millésimé 1995 », proclame Marguerite avec une fierté exagérée. Henri le garde pour les grandes occasions. Elle tend le verre trouble directement à Clara avec insistance. « Celui-ci est pour toi. J'y ai ajouté une pointe de miel. Tu vas adorer. » Clara prend le verre, troublée par cette attention inhabituelle. Marguerite ne lui a jamais montré la moindre prévenance en 3 ans. « C'est très gentil, mais je ne bois jamais d'alcool quand je conduis. » Le visage de Marguerite se crispe imperceptiblement. « Voyons, un petit verre ne peut pas faire de mal. Et puis Henri sera vexé si tu refuses son meilleur Porto. » Henri lève les yeux de son puzzle avec Emma, légèrement étonné. « Je ne savais pas que tu avais sorti le millésimé, chérie. » Un silence gênant s'installe. Marguerite fixe Clara avec une intensité dérangeante, comme si elle attendait quelque chose de précis. Ses mains tremblent légèrement en tenant son propre verre. Clara porte le Porto à ses lèvres par politesse, mais quelque chose dans l'attitude de sa belle-mère la met mal à l'aise. Une intuition sourde, née de 3 années d'hostilité à peine voilée. Au même moment, Henri se lève brusquement pour montrer à Emma une photo sur la cheminée. Son geste enthousiaste renverse son verre qui se fracasse sur le carrelage. « Oh non, mon millésimé !» s'exclame-t-il, désolé. Clara réagit instinctivement. Sans réfléchir, elle tend son verre intact à Henri. « Prenez le mien, je n'y ai pas encore touché. » Henri accepte avec reconnaissance. Marguerite devient livide, ses lèvres tremblent. « Non, je veux dire, ce n'est pas la peine. » Trop tard. Henri porte déjà le verre à sa bouche et avale une généreuse gorgée. « Délicieux. Tu as eu raison d'ajouter le miel. Il adoucit parfaitement l'amertume. » Marguerite s'effondre dans son fauteuil, le visage défait. Clara l'observe, une certitude glacée s'installant dans son esprit. Qu'est-ce que sa belle-mère avait vraiment mis dans ce verre? Les minutes s'égrènent dans un silence pesant. Marguerite fixe Henri qui savoure tranquillement son Porto en commentant les photos de famille avec Emma. Ses mains tremblent de plus en plus, et Clara remarque qu'elle vérifie sans cesse l'heure sur l'horloge murale. « Grand-père, raconte-moi encore l'histoire de papa quand il était petit », gazouille Emma, blottie contre Henri sur le canapé. « Eh bien, ton papa était un petit garnement qui... » Henri s'interrompt soudain, portant une main à son front. Son visage se trouble légèrement. « Ça va ?»
demande Clara, alertée par son instinct d'aide-soignante. Oui, juste un petit vertige. Cette journée a été longue. Marguerite bondit de son fauteuil, avec une vivacité surprenante. Tu travailles trop, mon chéri. Viens t'allonger un moment avant le dîner. Clara observe cette sollicitude inhabituelle. En 3 ans, elle n'a jamais vu Marguerite manifester tant d'empressement pour le bien-être d'Henri. D'ordinaire, elle le traite plutôt comme un meuble qu'on tolère. Henri se lève péniblement, vacillant légèrement. Emma court vers lui, inquiète. « Tu es malade, grand-père ?»« Non, ma puce, juste fatiguée. » Mais ses mots commencent à traîner, comme s'il avait du mal à articuler. Clara se redresse, tous ses sens en alerte. Elle a vu ce genre de symptômes trop souvent dans son travail. « Henri, asseyez-vous », ordonne-t-elle fermement. Elle s'approche et observe ses pupilles, dilatées. Son pouls, quand elle pose ses doigts sur son poignet, est étrangement lent et irrégulier. « Depuis quand vous sentez-vous bizarre ?»« Depuis le Porto », murmure-t-il, la tête de plus en plus lourde. Le regard de Clara se pose sur Marguerite, qui recule instinctivement vers la cuisine. Leurs yeux se croisent, et Clara y lit quelque chose qui la glace. Non pas de l'inquiétude, mais de la terreur d'être découverte. « Emma, va jouer dans le jardin, s'il te plaît. »« Mais maman, maintenant. » Le ton sans réplique de Clara pousse la fillette vers la porte-fenêtre. Dès qu'Emma disparaît, Clara se tourne vers Marguerite. « Qu'est-ce qu'il y avait dans ce verre ? Je ne vois pas de quoi tu parles. » Henri fait un surdosage médicamenteux. Ses symptômes sont évidents. « Qu'avez-vous mis dans le Porto ?» Marguerite recule encore, ses traits tirés par la panique. « Tu dis n'importe quoi, il est juste fatigué !» Clara sort son téléphone. « J'appelle le SAMU. »« Non !» Marguerite se jette pratiquement sur Clara. « Ce n'est pas nécessaire, il va aller mieux. » Cette réaction confirme tous les soupçons de Clara. Elle compose le numéro d'urgence, malgré les protestations de sa belle-mère. « Allô ? J'ai besoin d'une ambulance. » Un homme de 60 ans fait un surdosage médicamenteux. Pendant qu'elle donne l'adresse, Henri s'affaisse complètement sur le canapé, respirant difficilement. Clara se précipite vers lui, vérifie ses voies respiratoires, place un coussin sous sa tête. « Henri, restez avec moi. » Marguerite s'effondre dans un fauteuil, le visage entre les mains. Pour la première fois depuis qu'elle la connaît, Clara la voit pleurer. Mais ce ne sont pas des larmes de regret, plutôt celles de quelqu'un dont le plan vient d'échouer. Il n'était pas censé... Pas censé quoi ? Clara la fixe durement. Pas censé être celui qui boit ce verre ? Marguerite relève la tête, ses yeux rougis brillant d'une haine pure. Tu n'aurais jamais dû venir dans cette famille. Les sirènes de l'ambulance résonnent au loin. Clara maintient Henri en position de sécurité, tout en gardant un œil sur Marguerite, qui semble maintenant réfléchir à toute vitesse, probablement en train d'inventer une version des faits. Les secours arrivent, Henri, tenez bon. Emma réapparaît, effrayée par les sirènes. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Grand-père ne se sent pas bien, ma chérie. Les docteurs vont s'occuper de lui. Les paramédicaux font irruption dans le salon. Clara leur explique rapidement la situation. Surdosage suspecté, symptômes observés, chronologie des événements. Elle évite soigneusement de mentionner ses soupçons sur Marguerite devant Emma. Pendant qu'il stabilise Henri et prépare son transport, Marguerite s'approche de Clara. « Si tu dis quoi que ce soit au médecin sur tes suppositions, tu le regretteras. » Clara la regarde avec un mélange de dégoût et de détermination. C'est une menace, c'est un conseil. Mais en suivant Henri vers l'ambulance, Clara a déjà pris sa décision. Cette femme vient de tenter quelque chose d'irréparable et elle ne laissera pas passer ça. Dans sa poche, son téléphone vibre. Un message de Thomas. Comment se passe le dîner ? Si seulement il savait à quel point sa mère venait de révéler sa vraie nature. L'hôpital sans ce mélange familier de désinfectants et d'angoisse que Clara connaît trop bien. Elle arpente le couloir des urgences. Emma endormie sur une chaise en plastique orange, épuisée par les émotions de la soirée. Docteur Rousseau, le médecin urgentiste, sort enfin de la salle d'examen. Son expression grave fait battre le cœur de Clara plus fort. Comment va-t-il ? Stable. Mais nous avons confirmé vos soupçons. Monsieur Dubois a ingéré une dose importante de zolpidem, un somnifère puissant. Clara encaisse l'information. Le zolpidem n'est pas un médicament qu'on trouve dans n'importe quelle armoire à pharmacie. Il faut une ordonnance. Combien ?
l'équivalent de 8 comprimés de 10 mg. Heureusement, sa corpulence et sa bonne constitution générale l'ont sauvée. Pour quelqu'un de plus frêle, le médecin n'a pas besoin de finir sa phrase. Clara comprend parfaitement. Pour quelqu'un comme elle, cette dose aurait pu être mortelle. Il va s'en sortir? Oui, mais il dormira profondément jusqu'à demain matin. Nous le gardons en observation cette nuit. Dr Rousseau marque une pause, observant Clara avec attention. Madame, je dois vous poser une question délicate. Comment pensez-vous que M. Dubois ait pu ingérer cette substance? Clara hésite. Accuser directement Marguerite sans preuve concrète pourrait se retourner contre elle, mais le silence serait complice. Il a bu un porto que sa femme avait préparé spécialement. Sa femme? Où est-elle? Restée à la maison, elle ne voulait pas venir. Le médecin note quelque chose dans son dossier. Clara devine qu'il comprend la situation mieux qu'il ne le montre. Nous devrons signaler cet incident aux autorités compétentes. Un empoisonnement, même accidentel, doit être déclaré. Une fois seule avec Emma qui dort toujours, Clara sort son téléphone. Marguerite a appelé 6 fois et envoyé une dizaine de messages de plus en plus pressants. « Comment va Henri? Réponds-moi! Les médecins ont dit quoi? Tu ne peux rien prouver. Si tu dis quelque chose, je nierai tout. » Ce dernier message confirme tout. Marguerite ne se comporte pas comme une épouse inquiète, mais comme une criminelle qui couvre ses traces. Clara appelle Thomas. Il décroche à la première sonnerie. « Clara, qu'est-ce qui se passe? Maman m'a appelée en panique. Ton père est à l'hôpital. Empoisonnement au zolpidem. » Un silence stupéfait. « Quoi? Comment c'est possible? Il a bu un verre que ta mère avait préparé. Un verre qui m'était destiné. Tu insinues que... » La voix de Thomas se durcit. « Clara, attention à ce que tu dis. Ton père a failli mourir ce soir, Thomas. C'est forcément un accident. Maman ne ferait jamais... » Vraiment? Le silence s'étire. Clara entend Thomas respirer difficilement au bout du fil. « Où elle est maintenant? Chez vous. Probablement en train de faire disparaître les preuves. » Clara raccroche et retourne voir Henri dans sa chambre. Il dort paisiblement, branché à un moniteur cardiaque qui bipe régulièrement. Ses traits sont détendus, presque sereins. Elle s'assoit près de son lit, réfléchissant à la soirée. L'attitude étrange de Marguerite, son insistance pour qu'elle boive ce verre spécifique, sa panique quand Henri l'a bu à sa place, sa terreur d'être découverte. Son téléphone vibre. Un nouveau message de Marguerite. « Il faut qu'on parle. Demain matin. Seule. » Clara fixe l'écran, une détermination froide s'installant en elle. Marguerite vient de commettre l'irréparable. Et cette fois, elle ne s'en sortira pas avec ses airs de grande bourgeoise respectable. Elle tape sa réponse. « D'accord. Mais cette fois, tu vas me dire la vérité. » La réponse arrive immédiatement. « La vérité? Tu ne supporterais pas la vérité sur ce que je pense vraiment de toi. » Clara sourit amèrement. Enfin, le masque tombe complètement. En regardant Henri dormir, elle prend une décision. Cette femme a tenté de l'empoisonner et a failli tuer son propre mari. Elle a menacé Clara devant sa fille. Elle a montré son vrai visage. Maintenant, Clara va lui montrer le sien. Elle sort son téléphone et compose un numéro qu'elle connaît par cœur. « Brigitte, c'est Clara. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de ton aide. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit sur Marguerite Dubois quand tu travaillais à l'école primaire? La voix de son amie, ancienne institutrice, se fait plus attentive. Clara, que se passe-t-il? Il se passe que tu avais raison sur elle depuis le début. Et maintenant, j'ai besoin de savoir tout ce que tu sais. » Au bout du fil, Brigitte marque une pause significative. « Tu ferais mieux de t'asseoir. L'histoire de Marguerite Dubois ne fait que commencer. » Le lendemain matin, Clara dépose Emma chez sa sœur et se rend au petit café près de l'école où Brigitte l'attend déjà. Son amie, ancienne institutrice de 50 ans aux cheveux grisonnants, sirote nerveusement son thé en regardant par la fenêtre. « Tu es sûre que tu veux savoir ?» demande Brigitte dès que Clara s'assoit. « Dis-moi tout. » Brigitte sort une chemise cartonnée de son sac, bourrée de documents photocopiés. Marguerite Dubois a été directrice de l'école primaire Sainte-Marie pendant 15 ans. Officiellement, elle a pris sa retraite anticipée pour raison de santé. Clara feuillette les papiers, lettres de plainte de parents, rapports d'inspection, témoignages d'enseignants. Officieusement, elle a été poussée vers la sortie après une série d'incidents. Marguerite ne supportait pas la contradiction. Quand des parents osaient critiquer ses méthodes ou défendre leurs enfants,
Elle passait à l'attaque. Brigitte désigne une lettre datée de 3 ans. Madame Bertrand avait osé signaler que Marguerite humiliait sa fille en classe. Résultat, Marguerite a appelé les services sociaux en inventant des histoires de négligence. Elle a aussi contacté l'employeur de M. Bertrand pour rapporter de prétendus problèmes d'alcoolisme. Clara sent son estomac se nouer. La méthode ressemble furieusement à ce qu'elle a vécu ces derniers mois. Et ça a marché? Les Bertrand ont déménagé 6 mois plus tard. Ils n'ont jamais pu prouver que c'était Marguerite, mais tout le monde savait. Brigitte continue à sortir des documents. Clara découvre un schéma répétitif glaçant. Dès qu'une famille remettait en question l'autorité de Marguerite, elle déclenchait une campagne de destruction méthodique. Regarde celui-là. Un rapport d'inspection évoque des méthodes pédagogiques discutables et un climat de peur instauré par la direction. Plusieurs enseignants témoignent de pressions psychologiques exercées par Marguerite sur les familles jugées indésirables. Pourquoi personne n'a rien fait? Marguerite était très forte pour choisir ses cibles. Toujours des familles modestes, isolées, qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Et elle savait parfaitement jusqu'où aller sans franchir la ligne rouge légale. Clara pense à sa propre situation. Aide-soignante divorcée, sans famille influente, mère célibataire débordée, le profil parfait. Tu penses qu'elle s'attaque à moi depuis quand? Brigitte sort son téléphone et montre à Clara une capture d'écran Facebook. Tu te souviens de ton entretien chez Résidence Dorée l'année dernière? Celui où tu n'as jamais eu de réponse? Clara se souvient parfaitement. Un poste d'infirmière-chef mieux payé, proche de chez elle. Elle était la candidate idéale selon le directeur. Puis, plus rien. Marguerite connaît Madame Lecomte, la directrice. Elles étaient ensemble au club de bridge. Le téléphone de Clara sonne. Thomas. Maman veut te voir cet après-midi. Elle dit qu'elle a des choses importantes à te dire sur hier soir. Où? Chez eux. Elle insiste pour que ce soit en privé. Clara réfléchit rapidement. Marguerite veut probablement la menacer ou négocier son silence. Mais maintenant qu'elle connaît ses méthodes, Clara a une longueur d'avance. D'accord. 15 heures. Elle raccroche et regarde Brigitte. J'y vais. Mais cette fois, je serai préparée. Brigitte secoue la tête, inquiète. Clara, cette femme est dangereuse. Elle a détruit des familles entières sans aucun remords. Justement, il est temps que quelqu'un l'arrête. Clara photographie tous les documents avec son téléphone. Chaque témoignage, chaque preuve des agissements passés de Marguerite. Un dossier accablant se dessine. Une femme qui utilise systématiquement la calomnie, la manipulation et l'intimidation pour éliminer ceux qui la dérangent. En quittant le café, Clara a les idées claires. Marguerite croit avoir affaire à une petite aide-soignante sans défense qu'elle peut écraser comme les autres. Elle va découvrir qu'elle s'est trompée de cible. L'après-midi, Clara gare sa voiture devant la maison des Dubois. Cette fois, elle n'a pas Emma avec elle. Rien que 2 femmes qui vont enfin se dire leurs 4 vérités. Marguerite ouvre la porte avant même qu'elle sonne. Ses traits sont tirés, ses yeux cernés. Pour la première fois depuis qu'elle la connaît, Clara la voit sans son masque de perfection bourgeoise. Entre. Henri dort encore. L'intérieur impeccable semble soudain oppressant. Clara s'installe dans le salon où, 24 heures plus tôt, elle a failli être empoisonnée. Marguerite reste debout, les bras croisés, retrouvant instantanément son attitude dominatrice. Alors, qu'est-ce que tu veux? Clara sort son téléphone et fait défiler les photos des documents de Brigitte. Je veux que tu me dises combien de familles tu as détruites avant de t'attaquer à moi. Le visage de Marguerite se décompose. Pour la première fois, Clara la voit vraiment effrayée. Je ne vois pas de quoi tu parles. Famille Bertrand, famille Moreau, famille Sénat, ça te dit quelque chose? Marguerite s'effondre dans son fauteuil, soudain vieillie de 10 ans. Comment tu as... Peu importe. Ce qui compte, c'est que maintenant je sais qui tu es vraiment. Le silence s'installe, lourd de 3 années de mensonges qui s'effritent. Marguerite relève finalement la tête, et Clara y découvre quelque chose de pire que la peur. Une haine pure et assumée. Tu n'aurais jamais dû fouiller dans ma vie. Le silence dans le salon des Dubois se charge d'électricité. Marguerite fixe Clara avec une intensité prédatrice, comme un faux vaculé qui calcule ses options. Tu crois tout savoir, mais tu ne sais rien, siffle-t-elle finalement. Clara reste impassible malgré son cœur qui s'emballe. Alors éclaire-moi. Marguerite se lève et se dirige vers la fenêtre, tournant le dos à Clara. Ses épaules sont tendues, ses mains crispées.
Tu veux la vérité? La voilà. Tu as empoisonné ma famille dès le premier jour. Mon fils était parfait avant de te rencontrer. Brillant, ambitieux, respectueux. Tu l'as transformé en Locke. Thomas était déjà alcoolique quand je l'ai épousé. Mensonge. Marguerite se retourne brusquement. Il buvait par déception, parce qu'il avait compris son erreur, parce qu'il se retrouvait coincé avec une petite aide-soignante sans classe qui ne comprenait rien à nos valeurs. Clara encaisse les mots comme des gifles, mais maintient son calme. Cette colère révèle enfin la vraie Marguerite. Et Emma, elle aussi te dérange? Emma mérite mieux qu'une mère qui travaille de nuit et la laisse seule, mieux qu'une éducation au rabais dans un HLM. Clara se lève à son tour, la rage montant malgré elle. Tu as tenté de m'empoisonner hier soir? Pourquoi? Pour m'enlever ma fille? Marguerite sourit, un rictus glacial qui ne ressemble à rien d'humain. Je n'ai empoisonné personne. Henri a fait un malaise. C'est sa version, et c'est la mienne. Les analyses médicales prouvent qu'Henri a pris ses somnifères. Il est dépressif depuis des mois, tu sais. Il mélange parfois ses médicaments. Clara comprend avec horreur que Marguerite a déjà préparé sa défense. Une version crédible, impossible à contredire sans témoin. Personne ne croira ça. Vraiment? Une aide-soignante divorcée accuse sa belle-mère, ancienne directrice d'école respectée, de tentative d'empoisonnement? Qui paraît le plus crédible? Marguerite s'approche, retrouvant son assurance. D'ailleurs, j'ai déjà appelé quelques personnes importantes ce matin. Le directeur de la maison de retraite où tu travailles, par exemple. Je lui ai expliqué tes problèmes psychologiques récents, tes accusations délirantes contre une famille qui t'a tout donné. Le sang de Clara se glace. Elle comprend que la machine destructrice s'est déjà remise en marche. Il semblerait que tu aies besoin d'aide professionnelle. Un congé maladie, peut-être? Le temps de te remettre de tes fantasmes. Clara sort son téléphone et lance l'enregistrement. Continue. Raconte-moi comment tu vas me détruire. Marguerite éclate de rire. Tu crois que j'ai dit quelque chose de compromettant? J'ai exprimé mes inquiétudes légitimes sur ta santé mentale. Rien d'illégal là-dedans. Elle a raison. Marguerite est trop experte pour se laisser piéger facilement. Mais puisque tu sembles avoir du temps libre, continue Marguerite avec une douceur venimeuse. J'ai une proposition. Tu quittes cette ville avec Emma. Tu recommences ailleurs, loin de nous. En échange, je n'appellerai pas les services sociaux pour signaler tes négligences. Quelle négligence! Laisser Emma seule la nuit pendant que tu travailles, l'emmener dans des environnements inappropriés, tes problèmes d'alcool. Je ne bois pas? Bien sûr que si. Plusieurs personnes l'ont remarqué. Ta voisine, par exemple, Madame Petit. Elle s'inquiète beaucoup pour Emma. Clara réalise avec effroi que Marguerite a passé des mois à tisser sa toile. Combien de personnes a-t-elle contactées? Combien de mensonges a-t-elle semé? Tu as 48 heures pour décider, conclut Marguerite en se dirigeant vers la porte. Soit tu pars, soit je détruis ta vie pièce par pièce, comme j'aurais dû le faire dès le début. Clara sort de la maison en tremblant, non de peur mais de rage pure. Dans sa voiture, elle prend le temps de réfléchir. Marguerite a de l'avance, des alliés, une réputation. Mais elle a aussi commis une erreur hier soir. Clara compose le numéro de Dr Rousseau. Docteur, c'est Clara Martin. Je voudrais savoir, avez-vous fait votre rapport sur l'empoisonnement d'Henri Dubois? Pas encore, pourquoi? J'ai des informations supplémentaires à vous communiquer. Des informations importantes. En raccrochant, Clara sourit pour la première fois depuis 24 heures. Marguerite croit avoir gagné, mais elle sous-estime sa adversaire. Cette fois, c'est Clara qui va mener la danse. Clara passe la nuit à établir son plan de bataille. Sur la table de sa petite cuisine s'étalent les documents de Brigitte, ses notes personnelles et une chronologie précise des événements. Emma dort paisiblement dans sa chambre, ignorant que leur vie entière se joue dans les heures qui viennent. À 6 heures du matin, Clara appelle son responsable à la maison de retraite. « Bonjour, monsieur le maire. Je voulais vous prévenir que madame Dubois risque de vous contacter aujourd'hui avec des accusations mensongères me concernant. » Un silence embarrassé au bout du fil. Clara, elle a déjà appelé hier soir. » Le cœur de Clara se serre, mais elle garde une voix ferme. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Des choses préoccupantes sur votre état psychologique, vos accusations contre sa famille. Elle semblait vraiment inquiète pour vous. Clara respire profondément. Marguerite a lancé sa première attaque plus tôt que prévu.
Monsieur le maire, puis-je vous demander de suspendre votre jugement jusqu'à demain? J'aurai des preuves à vous montrer. Clara, vous savez que je vous apprécie, mais 24 heures, c'est tout ce que je demande. Après avoir raccroché, Clara se rend directement à l'hôpital. Dr Rousseau l'attend dans son bureau, une tasse de café fumant devant lui. Alors, ces informations supplémentaires? Clara sort son téléphone et lui montre les photos des documents sur le passé de Marguerite. Madame Dubois a un historique de harcèlement et de destruction systématique de famille. Henri n'est pas sa première victime. Le médecin examine attentivement chaque document, son expression devenant de plus en plus grave. Ses témoignages sont accablants. Mais quel rapport avec l'empoisonnement d'hier? Le verre était destiné à moi. Henri l'a bu par accident quand nos verres ont été échangés. Clara lui raconte toute la soirée. L'insistance de Marguerite, l'échange fortuit, sa panique quand Henri a bu le porto. Vous pensez qu'elle voulait vous droguer? Dans quel but? Pour me filmer en état d'inconscience et me faire chanter. Me forcer à abandonner la garde de ma fille. Dr Rousseau se cale dans son fauteuil, réfléchissant. C'est une accusation très grave. Avez-vous des preuves concrètes? Ces menaces d'hier, sa connaissance parfaite de mes horaires, de mes faiblesses. Et surtout, Clara hésite, puis se lance. Elle m'a donné 48 heures pour quitter la ville. Sinon, elle va détruire ma réputation et me faire perdre Emma. Elle vous a dit ça explicitement? En d'autres termes, mais c'était très clair. Le médecin prend des notes, son stylo grattant rapidement le papier. Je vais renforcer mon rapport. Mentionnez le contexte, les antécédents que vous m'apportez. La police sera obligée d'enquêter sérieusement. Merci. En sortant de l'hôpital, Clara reçoit un appel de Thomas. Clara, il faut qu'on parle. Maman m'a raconté votre conversation d'hier. Quelle version? Elle dit que tu l'as menacée, que tu es en pleine dépression et que tu imagines des complots contre toi. Clara s'arrête sur le parking, la colère montant. Et tu la crois? Je ne sais plus quoi croire. Mon père est à l'hôpital. Ma mère pleure depuis hier. Et toi, tu l'accuses de tentative d'empoisonnement. Ton père a failli mourir, Thomas. Parce qu'il a mélangé ses médicaments, il est déprimé depuis des mois. Clara réalise que Marguerite a déjà contaminé Thomas avec sa version des faits. Tu sais quoi? Viens à l'hôpital cet après-midi. Parle avec Dr Rousseau. Écoute ce qu'il a à dire sur l'empoisonnement de ton père. Clara, 15 heures. Si tu ne viens pas, c'est que tu as choisi ton camp. Elle raccroche et consulte sa montre. Midi. Dans 3 heures, elle saura si Thomas est récupérable ou définitivement perdu. En attendant, elle a une dernière carte à jouer. Clara se rend chez Madame Petit, sa voisine de 70 ans. La vieille dame l'accueille avec un sourire gêné. « Bonjour Clara. Comment allez-vous? Madame Petit, est-ce que quelqu'un vous a parlé de moi récemment ?» Le visage de la vieille dame se ferme légèrement. « Eh bien, votre belle-mère est passée hier matin. Elle était très inquiète pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Que vous traversiez une période difficile. Que vous buviez peut-être un peu trop. Qu'Emma était parfois livrée à elle-même. » Clara sent la nausée monter. Marguerite a anticipé chacun de ses mouvements. « Madame Petit, en 3 ans, m'avez-vous déjà vu boire? Même un verre de vin ?» La vieille dame réfléchit, troublée. « Non, jamais. Emma a-t-elle déjà été négligée? A-t-elle jamais pleuré? Eu faim? Été sale? Non plus. Au contraire, vous êtes une mère exemplaire. » Clara voit la confusion dans les yeux de sa voisine. « Alors pourquoi croire une femme que vous ne connaissez pas plutôt que ce que vous voyez de vos propres yeux depuis 3 ans ?» Madame Petit baisse la tête, honteuse. Elle était si convaincante, si distinguée. C'est exactement son talent. En rentrant chez elle, Clara trouve un message sur son répondeur. La voix glaciale de Marguerite. « Tu as 24 heures maintenant. J'espère que tu as bien réfléchi. » Clara efface le message et sourit. Pour la première fois depuis hier, elle se sent confiante. Marguerite va découvrir que certaines proies savent mordre. 15 heures précises. Clara attend dans le hall d'hôpital, observant chaque personne qui entre. Thomas apparaît enfin, les traits tirés, visiblement déchirés entre loyauté filiale et doute grandissant. « Tu es venu ?» dit-il simplement. « J'avais dit que je viendrais. » Ils se dirigent ensemble vers le bureau de Dr Rousseau. Le médecin les accueille avec un dossier épais sous le bras. « Monsieur Dubois, j'ai le rapport toxicologique final de votre père. » Thomas s'assoit, les mains crispées sur ses genoux.
La dose de zolpidem ingérée par votre père équivaut à 8 comprimés de 10 mg, soit 4 fois la dose maximale recommandée pour un adulte. Il a pu faire une erreur. Impossible. Cette quantité ne peut résulter d'une confusion. De plus, nous avons trouvé des traces de miel dans son estomac. Le mélange était volontairement masqué. Thomas devient livide. Dr Rousseau continue implacablement. J'ai également reçu des informations sur les antécédents de comportement de votre mère. Des témoignages troublants de famille qu'elle a harcelés par le passé. Il pose le dossier devant Thomas qui le feuillette d'une main tremblante. Page après page, les témoignages s'accumulent. Méthodes identiques, victimes différentes, même prédatrices. Ce n'est pas possible, murmure Thomas. Votre père va bien, mais il a échappé de peu à un coma profond. Pour quelqu'un de plus frêle, Thomas lève les yeux vers Clara et elle y lit enfin quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. De la culpabilité sincère. Clara, Ton père se réveille, tu peux lui parler? Ils se rendent dans la chambre d'Henri. Celui-ci sommeille encore, mais ses yeux s'ouvrent quand il entend leur voix. Thomas? Clara? Papa? Comment tu te sens? Mieux. Mais j'ai des questions sur hier soir. Henri se redresse péniblement, regardant alternativement son fils et Clara. Ce porto, il avait un goût bizarre, trop sucré, pas comme d'habitude. Thomas s'assoit au bord du lit. Papa, tu te souviens de ce qui s'est passé exactement? Marguerite avait préparé quelque chose de spécial pour Clara. Elle insistait beaucoup pour qu'elle boive ce verre précis. Quand j'ai renversé le mien, Henri s'arrête, les implications le frappant soudain. Mon Dieu, ce verre était pour toi? Clara acquiesce. Henri ferme les yeux, accablé. 40 ans de mariage, et je ne la connaissais pas. Thomas prend la main de son père, bouleversé. On va régler ça, papa. Comment? Elle va nier. Dire que j'ai menti, que je suis confus à cause des médicaments. Clara sort son téléphone. Pas si on l'enregistre en train d'avouer. Elle leur explique son plan. Simple, mais efficace. Henri acquiesce immédiatement. Je ne peux pas laisser Marguerite détruire d'autres familles. 1 heure plus tard, ils quittent l'hôpital ensemble. Thomas soutient son père encore fragile. Clara porte le petit dispositif d'enregistrement que Dr Rousseau lui a discrètement fourni. Arrivé chez les Dubois, il trouve Marguerite dans la cuisine, préparant méticuleusement le dîner comme si de rien n'était. Elle sursaute en voyant Henri rentrer. « Chérie, tu devrais être au repos. Je me sens mieux. Et j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé hier. » Marguerite lance un regard méfiant vers Clara, mais la présence de Thomas la rassure visiblement. « Tu as fait un malaise, mon amour. Tes médicaments... » Marguerite, l'interrompt Henri doucement. Clara m'a dit que le porto était pour elle. Un silence glacial s'installe. Marguerite se tourne vers Clara avec une haine non dissimulée. Cette fille devient folle. Elle voit des complots partout. « Alors explique-moi pourquoi tu as insisté pour qu'elle boive ce verre précis, » continue Henri. « Je n'ai pas... Et pourquoi tu as paniqué quand c'est moi qui l'ai bu ?» Marguerite regarde tour à tour les 3 visages qui l'observent. Pour la première fois, elle se trouve face à une alliance qu'elle n'avait pas prévue. « Vous vous liguez tous contre moi maintenant ?»« Maman, » intervient Thomas. « Dis-nous juste la vérité. » Marguerite éclate soudain, toute sa façade s'effritant d'un coup. « La vérité? Tu veux la vérité? Cette garce a détruit notre famille. Elle t'a transformé en loque, elle élève Emma n'importe comment, elle nous humilie avec sa médiocrité. » Henri se lève péniblement. « Marguerite, tais-toi. Tu es trop faible pour comprendre. Il fallait qu'elle disparaisse. »« En m'empoisonnant ?» demande Clara. « En te donnant une leçon, tu aurais dormi quelques heures, j'aurais eu des photos compromettantes, et tu serais parti. » Thomas recule, horrifié. « Maman, tu entends ce que tu dis? Je protégeais ma famille, comme j'ai toujours fait, comme j'ai fait avec tous ceux qui nous nuisaient. » Dans le silence qui suit, on n'entend que le tic-tac de l'horloge et la respiration saccadée de Marguerite. Clara arrête l'enregistrement. « Merci, c'est tout ce qu'il nous fallait. » Le silence qui suit la confession de Marguerite semble durer une éternité. Elle réalise soudain ce qu'elle vient de dire, ses yeux se posant sur le téléphone de Clara. « Tu as enregistré ?» Clara range calmement son téléphone dans sa poche. Tentative d'empoisonnement, chantage, harcèlement... Oui, j'ai tout. Marguerite devient livide, puis rouge de rage. Elle se jette vers Clara qui recule instinctivement. Mais Thomas s'interpose. « Maman, arrête. Rends-moi ce téléphone. »
Henri se lève péniblement, s'appuyant sur le dossier de sa chaise. « Marguerite, c'est fini. » Elle se tourne vers lui, les yeux brillants de larmes de fureur. « Toi aussi tu me trahis? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Tu as failli me tuer. C'était un accident. » « Non, tu voulais empoisonner Clara. Je n'étais qu'un dégât collatéral. » Thomas s'effondre sur une chaise, la tête entre les mains. « Comment j'ai pu être aveugle à ce point ?» Clara sort son téléphone et compose le numéro de la police. Marguerite bondit vers elle, mais Henri lui barre le passage malgré sa faiblesse. « Police ? J'ai des preuves d'une tentative d'empoisonnement. » Marguerite change brutalement de tactique. Les larmes remplacent la colère. Sa voix devient suppliante. « Clara, je t'en prie, pense à Emma. Tu veux vraiment qu'elle grandisse en sachant que sa grand-mère est en prison ? J'y ai pensé. C'est mieux que de grandir en sachant que sa grand-mère a tenté de tuer sa mère. » La police arrive 15 minutes plus tard. 2 agents en uniforme, professionnels et courtois. Clara leur remet l'enregistrement et explique calmement les événements. Marguerite tente une dernière fois de retourner la situation. « Cette femme me harcèle depuis des mois. Elle a monté mon mari et mon fils contre moi. » L'agent écoute l'enregistrement sur son téléphone. La voix de Marguerite résonne clairement. « Il fallait qu'elle disparaisse. Tu aurais dormi quelques heures, j'aurais eu des photos compromettantes. Madame Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement. » Les menottes se referment sur les poignets de Marguerite. Pour la première fois depuis que Clara la connaît, elle semble fragile, diminuée. L'autorité qu'elle imposait à tous s'évapore d'un coup. « Thomas, fais quelque chose !» Mais Thomas détourne le regard. Henri pose une main ferme sur l'épaule de son fils. « Laisse, fiston. Elle doit assumer ses actes. » Quand la voiture de police disparaît au bout de la rue, un silence étrange s'installe dans la maison, comme si l'air lui-même était plus respirable. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Thomas. Henri s'approche de Clara, les yeux humides. « Pardon, pour tout. Je savais qu'elle était difficile, mais je n'imaginais pas. Vous ne pouviez pas savoir. Si, j'ai fermé les yeux trop longtemps, par lâcheté. » Thomas se lève, visiblement épuisé. « Clara, je ne sais même pas par où commencer. Commence par être un bon père pour Emma. C'est tout ce que je te demande. » Le téléphone de Clara sonne. Monsieur le maire, son responsable. « Clara, j'ai eu des nouvelles. Troublantes. La police vient d'arrêter Madame Dubois. Elle a tenté de m'empoisonner. J'ai les preuves. » Un long silence au bout du fil. « Mon Dieu, j'aurais dû vous écouter ce matin. Vous ne pouviez pas deviner. Votre poste vous attend, évidemment. Et si vous avez besoin de temps... » Clara regarde Henri et Thomas, 2 hommes brisés qui découvrent l'étendue des manipulations qu'ils ont subies. « Je reprendrai le travail lundi. Merci. » En raccrochant, elle réalise que pour la première fois depuis 3 ans, elle respire librement. Le poids constant de l'hostilité de Marguerite s'évapore comme un mauvais rêve. Henri s'approche d'elle, tenant une photo d'Emma. « Est-ce qu'on pourra continuer à la voir ?» Clara observe cet homme de 60 ans, qui vient de perdre sa femme et découvert 40 ans de mensonges. « Bien sûr, Emma vous aime. Et vous n'y êtes pour rien. » Thomas se redresse, semblant reprendre vie. « Je vais divorcer. Immédiatement. Et témoigner contre elle si nécessaire. Tu es sûr ? Certaines choses ne se pardonnent pas. » En sortant de la maison, Clara sent le soleil sur son visage. Dans quelques heures, elle retrouvera Emma et lui expliquera que grand-mère Marguerite ne viendra plus jamais les déranger. Son téléphone vibre. Un message de Brigitte. « Vu aux infos. Bravo. Tu as réussi ce que personne n'avait osé faire. » Clara sourit en répondant. Parfois, il suffit d'une personne qui refuse de se taire. 1 an plus tard, Clara ajuste le col de sa nouvelle blouse d'infirmière-chef et observe par la fenêtre de son bureau la cour de la clinique privée où elle travaille maintenant. Les arbres bourgeonnent, annonçant un printemps qu'elle a enfin le cœur de célébrer. Son téléphone sonne. C'est Henri. « Clara, Emma est prête pour notre sortie au zoo ? Elle vous attend depuis 1 heure. » Le rire d'Henri résonne dans l'appareil. Depuis son divorce finalisé il y a 6 mois, cet homme de 60 ans semble avoir rajeuni de 10 ans. Libéré du poids de son mariage toxique, il s'épanouit dans son rôle de grand-père. Emma adore ses sorties hebdomadaires. Henri lui apprend la menuiserie dans son atelier, lui raconte des histoires de son enfance, l'emmène découvrir la ville. Une relation saine, sans chantage affectif ni manipulation.
Clara descend chercher Emma à la garderie de la clinique. Sa fille court vers elle, rayonnante. « Maman, Paul dit qu'il nous emmène au restaurant ce soir. » Paul apparaît derrière Emma, ce sourire doux qui fait chavirer le cœur de Clara depuis 3 mois. Psychologue de 40 ans, veuf avec 2 enfants, il a cette patience et cette gentillesse qu'elle croyait réservée aux contes de fées. « Seulement si maman est d'accord, » dit-il en posant une main légère sur l'épaule de Clara. Leur relation grandit lentement, construite sur la confiance et la transparité. Paul connaît toute l'histoire avec Marguerite. Il admire la force de Clara sans la plaindre, la soutient sans l'étouffer. Je finis dans 1 heure. Emma part main dans la main avec Henri, bavardant joyeusement. Clara les regarde s'éloigner avec cette sérénité qu'elle pensait ne jamais retrouver. En remontant à son bureau, elle croise Dr Martinez, le directeur de la clinique. « Clara, excellent travail sur le nouveau protocole. Le conseil d'administration est très impressionné. Merci. D'ailleurs, nous pensons créer un poste de directrice adjointe. Ça vous intéresserait ?» Clara sourit. Il y a 1 an, elle se battait pour garder son emploi d'aide-soignante. Aujourd'hui, on lui propose de gravir l'échelle professionnelle. Envoyez-moi le descriptif de poste. En fin d'après-midi, elle reçoit un appel inattendu. Thomas. Clara, tu as 1 minute ? Bien sûr. Sa voix a changé. Plus posée, plus mature. La thérapie qu'il suit depuis l'arrestation de sa mère l'aide à reconstruire sa relation avec Emma et avec lui-même. Emma m'a dit qu'elle était très heureuse. Avec toi, avec Henri, avec Paul. Elle l'est. Tant mieux. Je voulais aussi te dire, le procès de maman commence la semaine prochaine. Marguerite a été inculpée pour tentative d'empoisonnement, harcèlement et diffamation. Son avocat plaide la dépression et les troubles psychologiques, mais les preuves sont accablantes. Tu vas témoigner ? Oui. Il faut que ça s'arrête. Clara entend quelque chose de nouveau dans sa voix, de la détermination. Thomas apprend enfin à assumer ses responsabilités. Le soir, au restaurant, Emma raconte sa journée avec grand-père Henri pendant que Paul écoute attentivement. Clara observe cette scène avec émerveillement. Sa fille grandit entourée d'amour sain, loin des manipulations et des conflits toxiques. « Maman, pourquoi tu souris comme ça ?» demande Emma. « Parce que je suis heureuse. »« Moi aussi. » Paul lui prend discrètement la main sous la table. Clara réalise qu'elle a cessé de regarder par-dessus son épaule, de s'attendre au prochain coup. La vigilance constante que Marguerite avait instillée en elle s'estompe peu à peu. En rentrant chez elle, Emma endormie dans ses bras, Clara trouve une lettre glissée sous sa porte. L'écriture lui donne un frisson d'angoisse. Marguerite. Elle hésite, puis ouvre l'enveloppe. Quelques lignes seulement. « Je sors en liberté conditionnelle dans 6 mois. Cette histoire n'est pas finie. Tu paieras pour avoir détruit ma famille. » Clara froisse la lettre et la jette à la poubelle. Puis elle se ravise, la récupère et la glisse dans son dossier preuve, au cas où. Mais pour la première fois, cette menace ne lui fait pas peur. Elle a appris à se battre, à se défendre, à ne plus jamais se laisser faire. Elle a une nouvelle carrière, un homme qui l'aime, une fille épanouie, des alliés sincères. En bordant Emma, elle murmure « Dors bien, ma chérie. Demain sera une belle journée. » Et pour la première fois depuis des années, Clara y croit vraiment. Dehors, la lune éclaire une ville où elle n'a plus peur de vivre, où elle a transformé sa douleur en force, sa peur en courage, sa solitude en famille choisie. Marguerite avait voulu la détruire. Au final, elle lui a appris à renaître.